Bonjour, bonjour Lucie, bonjour Francine, bonjour Lisa, bonjour Yumna. Bienvenue dans cette dernière conférence de la semaine de l'entrepreneuriat. On va attendre que tout le monde se connecte. Alors, je ne sais pas pourquoi moi je suis en doublon. Hello Lucie. Bonjour à tous. Bonjour Magali. Bonjour. Ça va, tu me vois bien, tu m'entends bien? J'entends bien et je te vois bien. Est-ce que c'est pareil de ton côté? Nickel. Super. Ça doit être Malik qui s'est connecté en troisième, qui fait la modo, normalement. Hello Denis, hello Michel. Alors cette semaine, elle a été assez riche. Franchement, on est ravis côté Minky et puis côté partenaires aussi qui ont pu intervenir sur cette semaine. Franchement, on a passé des super moments avec vous et on clôture comme il se doit avec le sujet sur le juridique qui est important pour les entrepreneurs, même si on est souvent un peu perdu sur ces questions. Moi, la première, quand il a fallu choisir mon statut, choisir une personne pour m'accompagner dessus, c'était pas facile. Il y avait des prix qui allaient du simple au triple et on est un peu perdu sur aussi la rémunération, comment on va être imposé même, enfin pas mal de sujets qu'on va pouvoir voir un petit peu aujourd'hui avec Lucie, pardon, excuse-moi, je lis en même temps, avec Lucie. Désolée. Et pour info, pour les personnes qui sont sur la capitale, demain avec Minky, on aura un stand au festival unique si vous êtes aussi dans les environs. Donc l'équipe Minky est répartie enfin vraiment aux quatre coins de la France, mais demain on se réunit pour être présent sur le festival unique. Alors le festival unique, c'est quoi? C'est un festival sur l'égalité des chances où il y aura un côté entrepreneuriat pour toutes les personnes qui souhaitent voilà, être porteurs de projet ou se lancer ou avoir un petit peu des solutions adaptées. Et puis, c'est un festival au Parc Floral, en fait, qui va être vraiment dans une ambiance assez sympathique, puisqu'il va y avoir des artistes. Je crois qu'il y a Camélia Jordana, Bilal Hassani, d'après ce que j'ai pu voir. Après, j'ai plus en tête les autres. Et il y aura aussi des conférences inspirantes. J'en anime une en fin de journée sur je quitte mes blocages pour entreprendre. J'ai la chance d'être accompagnée de mon ancien entraîneur. Décidément, aujourd'hui, je mange mes mots. J'ai tellement parlé cette semaine que je n'en peux plus. J'ai de la chance d'être accompagnée par mon ancien entraîneur de boxe, puisque je suis une ancienne compétitrice et c'est lui-même un entrepreneur. Donc, il me donnera pas mal de conseils sur les blocages qu'on peut avoir justement. N'hésitez pas à passer sur le festival et sur notre stand et sur la conférence si ça vous intéresse. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais partager la présentation du jour et puis je laisserai les personnes arriver tranquillement. Hop, donc normalement, elle va s'afficher. Ça met un peu de temps. Et Lauriane, c'est vraiment que je t'ai pas vu. Parce qu'il y a vraiment des entrepreneurs de la communauté MIC et puis d'autres personnes qu'on ne connaît pas aussi. Donc, c'est top d'avoir plusieurs types de personnes qui se sont réunies cette semaine. J'attends que la presse s'affiche. Si vous avez toutefois des questions-réponses, des questions, pardon, n'hésitez pas à les poser dans l'espace questionnaire. C'est une petite bulle avec un point d'interrogation. C'est ici que vous pouvez poser vos questions et on y répondra tout au long de la conférence. Je suis désolée, ça met un peu de temps à charger la présentation aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Lucie, tu la vois pas, on est d'accord? Si, moi je la vois. Ah, tu la vois? Oui, Ok. je la vois. Par contre, je crois que tu bugs un peu, Magali. Je sais pas si c'est que de mon côté, mais Alors, je crois que je bug vraiment, mais en plus, ma connexion bug. Donc, ça fait beaucoup de bugs du coup. Ah, mince. c'est parce que c'est Je la fin de vais la semaine. changer. Voilà, c'est ça. Je vais changer mon type de connexion. Je vous demande juste quelques secondes. Je reviens du coup. J'arrive. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, sinon ça va terminer le webinaire. Euh, si je me juste délog de mon Maco, ça
ça ferme la conférence. Est-ce que là, vous m'entendez bien ou c'est encore un peu compliqué? Je vais essayer de faire un maximum d'onglets. C'est un peu flou et en fait, il y a quelques mots qu'on entend en saccadé. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais couper ma caméra. Est-ce que là, le son est plus fluide? Je vais tenter de repartager. Hop, ça prend moins de bande passante. C'est un peu plus fluide, Lucie? Ça a l'air, oui. Ça a l'air? Ok, je suis vraiment désolée. La connexion a été nickel toute la semaine et voilà, faut qu'il y ait un moment où ça bug. Ok, est-ce que tu vois bien la présentation? Elle est encore en train de s'afficher apparemment. Moi, je le vois bien et j'ai l'impression que dans le chat aussi, il voit bien la présentation. Nickel. Ok, est-ce que tu as la main pour avancer? Parce que du coup, c'est encore en chargement de mon côté. Je suis vraiment désolée. Non, je n'ai pas la main pour avancer. Ok. Malik, est-ce que tu peux avancer les slides du coup? D'accord. Je te donne un rôle différent et comme ça, tu pourras juste repartager la présentation qui avait été enregistrée, tu sais, dans l'outil. Au préalable, je l'avais chargée. Donc là, il faut que tu cliques sur la petite flèche, partager les fichiers et il va y avoir la presse qui va s'afficher puisqu'elle est enregistrée. Voilà, nickel. Vraiment, aujourd'hui, bon, on avancera comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Lucie, tu me dis quand tu la vois, parce que moi, j'ai encore des petits points. Là, c'est bon. En tout cas, moi, je la vois à l'écran. Nickel. Bah, je pense que Malik, tu peux avancer du coup. C'est la slide sur la présentation de Minky, si tu veux. Ok. Bon, alors, les personnes qui ne nous connaissent pas aujourd'hui, juste du coup, une présentation sur la solution si vous allez rejoindre une communauté qui est gratuite, où il y a près de 600 porteurs de projets et entrepreneurs qui échangent au quotidien sur différents sujets qui sont répartis sous des formes de groupes. C'est gratuit. Cette communauté va évoluer puisqu'elle va être hébergée bientôt sur notre application qui évolue aussi à partir de la mi-juin, qui sera disponible et qui propose aussi une méthode pour entreprendre qui existait déjà, mais qui est revue avec plus de gamification et de défis à remplir. Et puis, professionnels avec qui on travaille depuis plus de 2 ans, qui nous aident sur la partie gestion et création d'entreprise, notamment comme Swapen. Mais on a aussi des personnes sur, par exemple, du développement web, du community management ou de l'automatisation marketing pour certains besoins qu'on a aujourd'hui dans notre pipe. Donc, voilà un petit peu tout ce que fait Linky. On reviendra vers vous plus tard pour vous expliquer un peu plus en détail nos activités. Mais je pense que tu peux avancer sur la slide suivante. Et Lucie, je vais te laisser prendre la main sur Swapen. Avec plaisir. Je ne vois rien du tout, donc c'est un peu... Bon, on n'a pas passé la slide pour le moment. Bon, je vais me présenter rapidement. Du coup, déjà, merci à Minky de nous recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Lucie. Ça va faire plus de 3 ans que j'accompagne des créateurs au quotidien dans leurs projets. Et donc, je travaille pour Swapen. Swapen, concrètement, on accompagne les créateurs avec pour objectif de rendre l'entrepreneuriat le plus accessible possible. Donc, on va intervenir sur une partie conseil sur le choix du statut juridique qui sera le plus adapté pour vous. Et ensuite, on vous accompagne dans toutes les étapes de création liées à votre société. Voilà pour Swapen. Hop. Très bien. Alors, la slide suivante, du coup, c'est le début du webinaire où on va parler du statut juridique. Il va y avoir 4 sessions en fait différentes sur 4 phases différentes sur ce webinaire. Et la première, c'est vraiment focus sur le statut juridique. La seconde aussi, on parlera ensuite un peu plus de rémunération et de recrutement. Et enfin, des aides qui sont envisageables quand on lance son statut. Donc là, Malik, tu peux passer à la slide suivante. Et du coup, normalement, si elle s'affiche devant vous, c'est le statut juridique. Donc, on avait mis des petites questions sur quels critères prendre en compte pour choisir le bon statut juridique. Et puis, la deuxième question, c'était peut-on changer aussi de statut juridique? C'est une question qui revient souvent en cours d'activité. Est-ce qu'on peut passer d'une micro-entreprise à une SASU, d'une SASU à un SAS, d'une SASU à une SARL? Enfin, voilà. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui. Alors, Malik, il faut que tu reviennes 3 slides avant. C'est ça, parfait. Alors, du coup, pour répondre effectivement à la première question de quels sont les critères à prendre en compte pour choisir le statut juridique, en fait, tout simplement, déjà, pour choisir le statut juridique qui sera le plus approprié
à vous et à votre projet, c'est qu'il faut que vous ayez une idée concrète de votre projet. Donc, comment avoir une idée concrète? C'est déjà, il faut avoir une idée du chiffre d'affaires que vous allez générer, des charges que vous allez avoir. Donc, pour avoir une idée du chiffre d'affaires, des charges, ce que vous pouvez faire, c'est un prévisionnel financier ou un business plan. Généralement, ça se fait sur 3 ans. Comme ça, vous allez voir quel chiffre d'affaires, vous allez pouvoir estimer le chiffre d'affaires que vous allez générer. Vous allez pouvoir lister toutes les charges, donc savoir le montant de charges que vous allez avoir et voir si vous allez avoir des bénéfices, si au contraire, il va falloir prévoir un apport financier pour le bon fonctionnement de la société, donc voir s'il va falloir faire un emprunt. Donc ça, c'est la première chose, voir la santé financière de la société et avoir une idée du chiffre d'affaires que vous allez générer. Deuxièmement, pour choisir le bon statut juridique, il faut aussi savoir si vous allez vous lancer seul ou à plusieurs. Donc, si vous allez avoir des associés ou non, et savoir quel va être le rôle de chacun dans la société. Donc ça, c'est la deuxième chose à prendre en compte pour choisir le bon statut juridique. Et ensuite, pour choisir le statut juridique qui sera le plus approprié, c'est qu'il va falloir aussi prendre en compte votre situation personnelle. Donc, savoir si cette activité, ça va être votre activité principale, où il va falloir prévoir une rémunération mensuelle, ou au contraire, est-ce que ça va être une activité secondaire, où vous allez conserver votre activité en tant que salarié en parallèle, ou bien tout simplement, vous allez avoir double activité, vous souhaitez plutôt du versement de dividendes ou de la rémunération. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ce qui va être aussi à prendre en compte, ça va être est-ce que vous percevez des aides, par exemple des aides de France Travail. Ça, ce sont des indicateurs qui vont aussi jouer dans le choix du statut juridique. Quelle aide de France Travail vous allez privilégier. Donc voilà tout ce qu'il va falloir prendre en compte. Donc chiffre d'affaires, savoir si vous vous lancez seul, à plusieurs, savoir également les charges que vous allez avoir et prendre en compte votre situation personnelle. Donc, savoir si c'est une activité principale ou non, si vous allez percevoir des aides, est-ce qu'il va falloir vous verser une rémunération, et aussi, très important, prendre en compte le fait que vous ayez des soucis de santé ou non, parce que ça, c'est quelque chose qui va avoir une importance dans le choix du statut juridique, parce qu'on le verra un peu plus tard, mais il y a des statuts qui couvrent plus ou moins qui vous proposent une plus grosse protection sociale que d'autres, et également si vous avez besoin de cotiser de manière conséquente à la retraite. Voilà. Donc, plein d'informations, il faut savoir répondre à toutes ces questions en amont pour que derrière, on puisse vous apporter un accompagnement pour choisir le meilleur statut juridique. Et ensuite, la seconde question qui est, peut-on changer de statut juridique en cours d'activité? Oui, tout à fait. On peut changer de statut juridique. Alors, le passage d'un statut à un autre peut se faire plus ou moins facilement en fonction du statut sous lequel vous êtes. Par exemple, si vous êtes sur une micro-entreprise que vous souhaitez passer en société, il va falloir fermer la micro-entreprise pour passer en société. Si vous êtes déjà en société, par exemple sur un statut de SASU et que vous souhaitez repasser en URL, c'est possible là. Il suffit de faire des formalités particulières. Par contre, ce changement a un coût. Voilà. Mais on peut débuter sur un statut pour évoluer sur un autre statut par la suite sans problème. Parfait. Je pense qu'on peut passer à la Super, c'est très clair. Merci beaucoup, Lucie. Je vais peut-être reprendre l'animation parce que je sais qu'avec Magali, il y a eu quelques soucis. Je vais juste m'assurer que de votre côté, vous me voyez et vous m'entendez bien. Il n'y a pas de souci pour vous? En tout cas, moi, je te vois bien et je t'entends bien. Parfait, super. Écoutez, on va passer donc au sujet suivant. Pour la suite, donc ce sera un petit quiz. Donc un juggle quiz. Alors, je vous invite à répondre donc à ce quiz soit en levant la main vers le haut, en faisant un pouce vers le haut pour dire oui et un pouce vers le bas pour dire non. La question est la suivante. En micro-entreprise, peut-on déduire toutes ces charges professionnelles? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir via la barre qui se trouve juste en bas, où vous avez les réactions et les petits emojis. Alors, certains réfléchissent. Je vois 2 noms. Un oui. Alors, Lucie, est-ce que tu peux répondre? Quel est ton avis sur cette question? Oui, alors c'est une question qui revient assez fréquemment et c'est généralement un fait qui fait de passer de micro-entreprise à un statut de société, c'est qu'en micro-entreprise, on ne peut pas déduire ses charges au réel. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir déduire toutes les charges liées à l'activité. Concrètement, la micro-entreprise, vous allez
avoir votre chiffre d'affaires et votre chiffre d'affaires, ça sera la base de calcul pour tout. C'est-à-dire que vous allez payer des charges sociales par rapport à ce chiffre d'affaires, mais aussi de l'imposition sur le revenu par rapport au chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas déduire de charges au réel. Par contre, dans le calcul de votre imposition sur le revenu, vous avez quand même un abattement qui va être appliqué sur votre chiffre d'affaires et qui concerne concrètement, c'est considéré comme les charges que vous passez sur la société. Par contre, c'est un abattement forfaitaire. On ne peut pas déduire de charges au réel. Donc, c'est pour ça que si vous avez des charges qui sont plus conséquentes que cet abattement-là, généralement, c'est qu'il faut passer sur un autre statut où vous pourrez déduire toutes les charges liées à votre activité. Donc non, effectivement, on ne peut pas déduire de charges au réel sur une micro-entreprise. Super, merci pour ce complément d'information. Donc, certains ont eu tort, d'autres raison. Vous inquiétez pas, il y aura une deuxième question pour pouvoir se rattraper. Est-ce que maintenant, Lucie, tu peux, s'il te plaît, nous parler des différentes étapes et des variations des statuts, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, pour la première question qui est quelles sont les étapes pour créer son entreprise? Alors, il va y avoir différentes étapes. Pour créer son entreprise, déjà, il y a cette partie choix du statut. Une fois que vous avez choisi votre statut, il va falloir rédiger les statuts de votre société. Les statuts de votre société, c'est tout simplement un document qui va édicter les règles de votre société. C'est un document qui est très important et qui sera par la suite déposé au greffe. Pour créer une société, il faut déposer un dossier complet au greffe. Ce dossier comprend à la fois vos statuts, il comprend le dépôt du capital. Donc, pour créer la société, il faut déposer votre capital. Donc, il faut une attestation de dépôt de capital qui viendra compléter votre statut. Pour déposer le capital, ça se fait soit auprès d'un établissement bancaire, soit auprès d'un notaire. Donc, les statuts, votre attestation de dépôt de capital. Il faut également une attestation de non-condamnation. Et il faut bien sûr toutes vos pièces d'identité, donc carte d'identité, justificatif de domicile, carte vitale. Et également, si vous êtes dans des activités qui sont réglementées, il faudra justifier avec des diplômes ou des expériences professionnelles votre objet social. Donc ça, concrètement, c'est les pièces principales. Après, il y a certains CERFA à remplir qui sont plus ou moins complexes en fonction des statuts. Donc c'est pour ça qu'on recommande de se faire accompagner pour une création de société parce que c'est des documents qui sont assez lourds, des CERFA qui sont assez complexes à remplir. Donc voilà, faites-vous accompagner pour être sûr de ne pas faire d'erreur parce qu'une case cochée au mauvais endroit, ça peut avoir un réel impact. Donc concrètement, pour reprendre les étapes, choix du statut, rédaction des statuts, dépôt du capital, dépôt du dossier complet auprès du greffe, qui va traiter le dossier et l'immatriculer. Donc ça, il faut compter 1 à 2 semaines généralement en fonction des greffes, en fonction de la zone géographique où vous êtes. Une fois qu'ils ont immatriculé la société, vous recevez votre cabis. Et donc là, concrètement, vous pouvez débuter l'activité. Ok, super, c'est très clair. Merci. Et effectivement, comme tu le dis, c'est vrai que c'est, comme on dit, un peu une jungle entrepreneuriale. C'est vrai qu'administrativement parlant, c'est très compliqué et c'est très long. D'où justement l'importance d'avoir des partenaires qui peuvent vous aider là-dessus, comme Swappon. Est-ce que tu peux faire un petit focus, s'il te plaît, sur les micro-entreprises, pour les gens qui se posent des questions, s'ils doivent plus privilégier peut-être le statut de micro-entreprise ou de société? Comment est-ce qu'on peut les aider à choisir? Oui, alors ça, c'est une question effectivement qui revient fréquemment. Pour vous expliquer, la micro-entreprise, c'est un statut qu'on conseille généralement pour les personnes qui souhaitent tester une activité ou qui vont faire un petit chiffre d'affaires. C'est un statut qui est très bien dans ce cadre-là parce qu'il est très simple à créer. Il n'y a pas toutes les formalités dont je viens de vous parler juste avant. Il suffit de remplir un formulaire sur le site du guichet unique de l'INPI. Donc, ça ne coûte rien. Le statut de micro-entreprise, vous pouvez également le fermer sans frais et il n'y a pas de frais fixes à prévoir concernant la gestion parce que tout ce que vous avez à faire en micro-entreprise, c'est déclarer le chiffre d'affaires que vous avez, que vous générez. Donc, la micro-entreprise, très bien quand on souhaite tester une activité, qu'on a un petit chiffre d'affaires. Par contre, c'est un statut qui peut très vite avoir des limites en termes d'optimisation quand on va commencer à faire un chiffre d'affaires important ou alors lorsqu'on a beaucoup de charges liées à l'activité. Parce que comme on l'a vu juste avant, on ne peut pas déduire de charges au réel. On paye tout par rapport au chiffre d'affaires généré. Donc, les personnes qui ont beaucoup de charges liées à l'activité, il vaut mieux passer sur un statut de société. Ou alors, les personnes qui font un chiffre d'affaires conséquent, il vaut mieux passer également en société où là, on aura beaucoup plus de possibilités d'optimisation, c'est-à-dire jouer entre les charges à déduire, la rémunération qu'on va se verser ou potentiellement le versement de dividendes par rapport aux bénéfices en fin d'année.
Ok, pour bien comprendre, donc par exemple, sur une micro-entreprise, tu privilégierais plus donc quelqu'un peut-être qui serait tout seul en début, on va dire, de projet, et sur une société, peut-être une structure avec plusieurs associés, ou pas forcément plusieurs associés peuvent également être sur une micro-entreprise. Alors, pas forcément. Alors, effectivement, micro-entreprise, c'est un statut en nom propre. Donc, on est obligatoirement seul. On ne peut pas s'associer sur une micro-entreprise. En société, on peut être seul ou plusieurs. Donc, on peut se lancer sur un statut de société même si on est seul. En société, on va créer une personne morale. Donc, c'est ce qui différencie aussi une micro-entreprise d'une société. Une personne morale, concrètement, ça veut dire qu'on va créer une personne à part de vous, personne physique, et c'est ce qui permet de séparer votre patrimoine personnel de celui de la société. Donc, créer une société, ça permet aussi de mettre à l'abri son patrimoine personnel. En fait, une société, ça va être plus engageant qu'un statut de micro-entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la micro-entreprise, c'est un statut qui est très bien lorsqu'on souhaite tester une activité, qu'on va avoir un petit chiffre d'affaires, tout simplement parce que c'est un statut qui est très simple au niveau du fonctionnement et pour lequel il y a très peu de frais fixes. Par contre, comme je l'ai dit, en termes d'optimisation, il n'y a pas de possibilité. On ne peut pas déduire de charges au réel. On ne peut pas jouer entre de la rémunération, des dividendes en fin d'année. Donc, c'est vrai que quand on commence à avoir un chiffre d'affaires important, passer en société, c'est généralement beaucoup plus avantageux en termes de revenus finaux. Super, c'est très clair, merci beaucoup. Et pour donc maintenant, on va dire monter un peu le niveau au-dessus en termes de statut juridique, est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre une EURL et une SASU, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je vois que dans la zone commentaire, on avait un petit commentaire pour les micros. C'est plus simple, ça se fait rapidement sur Internet. Oui, tout à fait. Vous avez juste à remplir un formulaire sur le site du guichet unique et après, vous recevez généralement votre cabis sous 24 à 72 heures. Là, les étapes pour créer son entreprise, c'était vraiment plutôt pour une société. Quelle est la différence? Effectivement, je reprends ta question entre une EURL et une SASU. Alors, pour ces deux statuts-là, on est sur un statut de société. L'EURL, concrètement, c'est un statut qu'on va plutôt conseiller pour les personnes qui souhaitent se verser une rémunération mensuelle parce que les charges sociales sont moins élevées qu'en SASU. On est sur 45% de charges sociales en EURL, alors que sur une SASU, on va être plutôt sur 75%. Donc, la différence principale se fait sur cet aspect-là, tout simplement parce que les deux régimes ne sont pas rattachés au même régime social. En EURL, on va être rattaché au régime TNS, travailleurs non salariés rattachés à la sécurité sociale des indépendants, alors que sur une SASU, on va être rattaché au régime général et être assimilé salarié. C'est pour ça que les charges sociales sont plus élevées, parce que la couverture et les cotisations retraite sont plus élevées également en SASU. La SASU, au contraire, c'est plutôt un statut qu'on conseille pour les personnes qui ont déjà des revenus en parallèle, donc qui vont être salariés ou qui touchent des allocations France Travail ou qui sont retraités, qui ne vont pas se rémunérer et plutôt se verser des dividendes en fin d'année, parce que là, le versement de dividendes est beaucoup plus avantageux en SASU qu'en EURL. En SASU, vous avez la flat tax à 30%, qui comprend à la fois prélèvements sociaux et imposition sur le revenu, alors qu'en comparaison, en EURL, les dividendes sont taxés à environ 57%. Donc EURL plutôt pour de la rémunération mensuelle et SASU plutôt pour du versement de dividendes. Super. Je ne sais pas si vous avez des questions entre EURL et SASU. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est très clair et merci pour vraiment démystifier un peu tout ça parce que c'est vrai que quand on parle de statut juridique, c'est super compliqué. Enfin, moi, le premier, je ne venais pas à la base du monde entrepreneurial. Et c'est vrai que dès qu'on parle de statut juridique, je commence tout de suite à avoir très peur et à me dire, oh là là, je ne suis pas juriste, je ne comprends pas toutes ces structures. Donc, en tout cas, merci Lucie pour tes explications parce que ça nous aide vraiment, en tout cas, à mieux comprendre. Donc, lorsque après on a un peu défini donc, la société qu'on aimerait lancer, enfin le statut juridique en tout cas de la société qu'on aimerait lancer, à combien doit s'élever le capital social? Puisque c'est vrai que chez Minky, on essaye en tout cas de promouvoir l'entrepreneuriat et de dire que tout le monde peut entreprendre et justement de vous aider à défricher la jungle entrepreneuriale. On aimerait justement pouvoir partir de zéro et se dire que tout le monde a la possibilité, mais dans les cas, est-ce que c'est possible? Alors, déjà, ça c'est une question effectivement qui revient fréquemment parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le capital. Alors déjà, il faut savoir que si vous souhaitez créer une micro-entreprise, il n'y a pas besoin de déposer de capital social. C'est ce qui rend aussi la micro-entreprise très accessible. Donc, pas de capital social en micro-entreprise. Par contre, si on souhaite créer une société, là, effectivement, il faut déposer un capital social.
le capital social minimum, si on part sur une EURL ou une SASU, est de 1 euro. Donc concrètement, tout le monde peut créer une société avec un capital social minimum de 1 euro. Attention, par contre, dans certains domaines d'activité, il faut déposer un capital, il faut avoir une garantie financière supérieure. Par exemple, dans tout ce qui va être agence de voyage ou tout ce qui est dans le domaine du transport, il y a effectivement là un capital social minimum qui est supérieur, mais dans la majorité des activités, le capital social minimum est de 1 euro. Après, on ne conseille pas toujours de déposer 1 euro de capital parce que ça, c'est une information qui va être visible sur le CABIS de votre société. Donc, si un potentiel client ou quelqu'un avec qui vous travaillez va rechercher les informations sur votre société, il verra le capital que vous avez déposé. Et donc, c'est vrai que déposer 1 euro de capital en termes de crédibilité et de gage de confiance, c'est quand même pas le top. On conseille généralement de déposer entre 500 et 2000 euros. La grande majorité des entrepreneurs qu'on accompagne déposent 1 000 euros de capital. À savoir que ce capital-là, ce n'est pas une somme qui va être bloquée. C'est-à-dire que pour déposer votre capital, effectivement, il faudra faire un virement de votre compte personnel vers un établissement bancaire ou un notaire. Le notaire conserve les fonds le temps de la création de la société. Et après, ces fonds-là vous seront reversés sur le compte professionnel, donc le compte bancaire de la société. Donc, ces fonds-là ne seront pas bloqués. Vous pourrez les utiliser pour faire face aux premiers frais liés à l'activité. La seule chose que vous ne pourrez pas faire avec ce capital-là, c'est vous le rembourser à titre personnel. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci pour cette information. On va passer maintenant au deuxième Jungle Quiz. Donc, comme la précédente question, pour répondre, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Et la question est la suivante. Est-il obligatoire d'avoir un expert comptable pour créer sa société? Alors, n'hésitez pas à interagir, comme je vous le disais, avec les petits emojis. Alors, je vois 2 oui, 1 non. Alors, on a un non, un autre oui. Ah, très partagé apparemment sur celle-ci. Un non également. J'ai l'impression que le non l'emporte. Lucie, peux-tu répondre à cette question, Ouais. s'il te plaît? Effectivement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné par un expert comptable pour créer votre société. Vous pouvez faire les démarches de création seul de votre côté. Ça, c'est totalement possible. Vous pouvez avoir la main pour faire ces démarches-là. La seule chose, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des démarches qui sont quand même assez lourdes. On sait que l'administratif en France notamment, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. On a des CERFA à remplir qui sont assez compliqués. Même la rédaction de vos statuts, c'est un document qui est assez lourd. Donc, c'est pas obligatoire de se faire accompagner par un expert comptable d'autant plus, mais c'est quand même fortement recommandé. Alors, pas obligé de passer par un cabinet d'expertise comptable, vous pouvez passer par des prestataires qui vous accompagnent. Nous, chez Swappen, on est inscrit lors des experts comptables, donc effectivement, on peut totalement vous accompagner et surtout avoir cet aspect conseil, parce que c'est le fait d'être inscrit à l'ordre des experts comptables qui peut nous permettre de vous conseiller sur le statut le plus approprié. Après, pour toutes les démarches, effectivement, le mieux c'est de se faire accompagner pour vous soulager et pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Top. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu quelques petites questions aussi en parallèle. Alors, on a une première question qui est: peut-on avoir une idée des coûts de changement de statut? Une fourchette, par exemple. C'est ça. Alors, ça va dépendre de si, par exemple, quand on est en société, si on passe d'une SASU à une URL ou d'une URL à une SASU. Les coûts sont un peu différents. C'est un peu moins élevé à un passage d'une SASU à une URL. Alors, après, tout dépend par qui vous faites accompagner parce que les honoraires d'un cabinet à un autre peuvent doubler, voire tripler. Généralement, pour passer d'une SASU à une URL, il faut compter entre 1 000 et 1 500 euros. Une URL à une SASU, c'est un peu plus élevé. Je dirais qu'il faut compter là plutôt entre 1 500 et 2 000 euros. Et comme je vous dis, tout dépend par qui vous êtes accompagné et les honoraires qui sont appliqués par le cabinet en question. On a une deuxième question également de Lisa qui s'interroge. EURL et SASU, on m'a dit que SASU, c'était plus adapté s'il y a plus tard des investisseurs. Alors, effectivement, la SASU a des statuts qui sont un peu plus souples pour l'entrée des investisseurs par la suite. Donc, c'est vrai que si vous prévoyez des levées de fonds ou autres, souvent, il vaut mieux partir sur une SASU. Après, il faut savoir que si vous souhaitez ajouter des associés, en EURL, c'est totalement possible. C'est juste que l'EURL se transforme en SARL. La SASU se transforme en SAS. Voilà. Ça reste les mêmes statuts, mais concrètement, effectivement, les statuts sont un peu plus souples sur la SASU, ce qui permet
de faciliter l'entrée d'investisseurs ou d'associés par la suite. Super. Ensuite, on a une dernière question de Floriane. Quel est le coût à prévoir en dehors du dépôt de capital pour l'ouverture d'une SASU ou EURL? Alors, pareil, tout dépend de l'accompagnement. Nous, par exemple, au niveau de Swappen, on offre nos honoraires sur la création de société quand vous êtes seul associé. Donc, la seule chose qu'il y aura à prévoir en plus de ça, ce sont les frais de greffe et d'annonce légale, qui sont des frais obligatoires lorsqu'on crée une société. Donc, les frais de greffe, c'est tout ce qui concerne le dépôt du dossier. Il faut compter une cinquantaine d'euros, 50, 60 euros pour ces frais-là. Et après, les frais d'annonce légale. Donc, pour créer une société, il faut publier une annonce dans un journal légal. C'est également quelque chose d'obligatoire. Et donc là, ça va dépendre du statut, du nombre d'associés que vous êtes. Il faut compter pour ces frais-là entre 160 euros et 200, 250 euros. Donc, généralement, pour une création de SASU, il faut compter, par exemple, environ 230 euros de frais de tiers. Donc, on appelle ça les frais de greffe et d'annonce légale au total. Voilà ce qu'il faut prévoir concrètement pour une création de société. Top. On va parler maintenant de rémunération et de recrutement. Donc, on sait que généralement, quand on commence à lancer sa société ou qu'on réfléchit à son projet, on a souvent des fois besoin de force, enfin d'énergie vive. Est-il quand même envisageable d'embaucher des gens si on n'a pas encore créé sa société? Alors, si la société n'est pas créée, on ne peut pas embaucher. Par contre, on peut faire une promesse d'embauche sans problème, tout simplement parce qu'en France, on ne peut pas exercer une activité sans avoir un statut. Donc, par statut, j'entends soit une micro-entreprise, soit une société comme URL, SASU. On ne peut pas exercer une activité sans avoir un statut. Ce qui veut dire que si on n'exerce pas d'activité, ça ne sert à rien d'embaucher. On peut faire une promesse d'embauche en amont de la création de la société, ça ne pose aucun souci. Mais par contre, effectivement, pour embaucher, il faut que vous ayez votre statut. Alors, en micro-entreprise, vous pouvez avoir des salariés, mais comme on l'a vu précédemment, dès qu'on commence à avoir des salariés, le statut n'est plus adapté parce qu'on ne peut pas déduire toutes les charges liées à l'emploi de ces salariés. Donc, c'est pour ça que, généralement, on n'embauche pas sur une micro-entreprise, mais quand on souhaite avoir des salariés, on passe plutôt sur un statut comme la SASU ou le URL. Voilà. Ensuite, la question très importante, comment est-ce qu'on fait justement quand au début on veut lancer son projet et qu'on n'a pas forcément énormément d'investissement ou d'argent, comment est-ce qu'on peut réussir à se rémunérer en tant que dirigeant? Alors, la rémunération, vous allez pouvoir vous en verser, mais effectivement, il faut que vous puissiez générer du chiffre d'affaires. Parce que si vous ne générez pas de chiffre d'affaires, il n'y aura pas de trésorerie dans la société, donc vous ne pourrez pas vous rémunérer. Après, au niveau du fonctionnement de la rémunération à proprement parler, ça va dépendre du statut. Si on est sur une micro-entreprise, c'est votre chiffre d'affaires qui est considéré comme votre rémunération, donc il n'y a pas de question à se poser. Si on est sur un statut de société, là, ça va dépendre du statut. Si on est sur un statut de URL, c'est très simple pour se rémunérer. Il suffit de faire un virement de votre compte professionnel vers votre compte personnel quand vous le souhaitez et du montant que vous le souhaitez. Donc ça peut être plusieurs fois par mois. Vous pouvez changer les montants, ça pose aucun souci. Et les charges sociales liées à la rémunération seront prélevées par la suite par l'URSSAF. De base, le prélèvement se fait trimestriellement. En SASU, c'est différent, étant donné que vous avez un statut d'assimilé salarié. Pour pouvoir mettre en place une rémunération, ça va être comme un salarié classique, il faudra mettre en place des fiches de paie. Et donc, les fiches de paie, généralement, elles sont mensualisées en fonction du prestataire que vous choisissez sur la partie sociale. Vous pourrez effectivement modifier votre rémunération d'un mois à un autre et les charges sociales, là, seront directement prélevées le mois suivant. Voilà comment fonctionne la rémunération. Merci beaucoup. Et ensuite, est-ce que tu peux un peu nous expliquer les différences entre un régime TNS et un assimilé salarié, s'il te plaît? On a déjà rapidement abordé du coup la question quand j'ai expliqué la différence entre SASU et EURL. Concrètement, en SASU, vous êtes assimilé salarié. On a vu qu'il y avait plus de charges sociales. Concrètement, quand vous êtes assimilé salarié, étant donné que vous êtes rattaché au régime général, vous avez la meilleure protection possible en tant que dirigeant. C'est-à-dire que vous avez une protection sociale et des cotisations retraite qui vont être
à hauteur d'un salarié cadre en société concrètement. Bien sûr, ça reste toujours proportionnel au salaire versé. Si on se verse une toute petite rémunération et qu'on tombe malade, concrètement, ce que vous allez percevoir sera quand même assez faible comparé à une URL où vous serez versé potentiellement plus de rémunération mais avec moins de charges sociales. En fait, la principale différence entre ces deux statuts, ça va se faire au niveau de la couverture sociale et des cotisations retraite. Par exemple, demain, vous tombez malade, le délai de carence sera plus élevé quand vous êtes TNS que assimilé salarié. Et vous allez moins cotiser à la retraite en tant que TNS qu'en assimilé salarié à salaire égaux. Donc, moi, aujourd'hui, si je veux lancer ma boîte et que je veux me rémunérer, quel serait le meilleur statut dans ce cas-là? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de la situation. Généralement, quand on souhaite mettre en place une rémunération, on conseille plutôt l'EURL parce que les charges sociales sont moins élevées. Par contre, il faut prendre en compte la situation personnelle de la personne. Par exemple, une personne qui a des soucis de santé ou qui s'approche de la retraite et qui a besoin de cotiser un maximum à la retraite, on va plutôt l'orienter sur une SASU qui, là, propose la meilleure protection sociale et les meilleures cotisations retraite. Voilà. Donc, c'est vraiment à prendre au cas par cas. Et c'est pour ça que je dis souvent que la situation personnelle, il faut vraiment la prendre en compte. Parce qu'une personne qui a des gros soucis de santé et qu'on met sur un statut de URL TNS avec certes moins de charges sociales, mais une couverture moins bonne, il peut avoir beaucoup de risques derrière et beaucoup d'impact à titre personnel. En fait, souvent, pour vous expliquer, les personnes qui vont être en EURL, vu que les charges sociales sont moins élevées, elles vont prendre des contrats privés, qu'on appelle des contrats Madelin, pour augmenter l'aspect protection sociale, l'aspect cotisation retraite. Ces contrats-là, ils sont déductibles des charges de la société, donc ça permet d'augmenter l'aspect protection sociale, cotisation retraite, tout en déduisant les frais de la société. Mais par contre, quand on a des soucis de santé, c'est comme tout contrat d'assurance, l'accès à ces contrats-là, soit il va être très cher, soit il ne va pas être possible du tout. Donc, c'est pour ça que des personnes qui ont des soucis de santé, on les orientera automatiquement sur un statut d'assimilé salarié comme la SASU. Très bien. On a une question de Lisa. Concernant les dividendes, quelle est la différence entre le fait de se verser un salaire? Ouais. Alors, concrètement, je sais que la notion est assez complexe à comprendre. Alors, les dividendes et la rémunération, c'est deux choses différentes. Pour vous expliquer comment fonctionne un statut de société, rapidement, vous allez avoir votre chiffre d'affaires. De ce chiffre d'affaires-là, vous allez pouvoir déduire toutes les charges liées à votre activité. Vous allez également pouvoir déduire votre rémunération, donc on dit plutôt rémunération mensuelle, avec les charges sociales. 45% en URL, 75% en SASU. Une fois qu'on a retiré de son chiffre d'affaires, donc sa rémunération et toutes les charges liées à l'activité, on obtient le résultat. Votre résultat, il sera imposé à l'imposition sur les sociétés. Là, vous avez deux seuils. Vous avez un premier seuil à 15% jusqu'à 42 500 € de résultat, et tout ce qui dépasse ces 42 500 seront imposés à 25%. Donc, exemple très simple, vous avez 45 000 € de résultat, 42 500 seront imposés à 15%, 2 500 seront imposés à 25%. Voilà, c'est vraiment évolutif le seuil d'imposition sur les sociétés. Une fois que vous avez payé cette imposition sur les sociétés, on obtient votre déficit ou votre bénéfice. Si c'est un bénéfice, il y a deux possibilités. Soit vous le laissez dans la trésorerie de la société, à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre à payer. Soit vous pouvez vous le reverser sous la forme de dividendes. Donc, c'est là que les dividendes interviennent. Les dividendes, vous ne pouvez pas vous en verser quand vous souhaitez dans l'année. C'est vraiment par rapport aux bénéfices que vous allez générer. Et donc, si vous souhaitez vous verser des dividendes, il faudra payer une taxe. En SASU, la flat tax à 30%. En EURL, il faut compter 57 et quelques pourcents de taxes pour le versement de dividendes. Voilà, donc en fait, c'est vraiment à deux moments différents. La rémunération va être vraiment déductible. Concrètement, c'est une rémunération mensuelle, alors que les dividendes, c'est par rapport aux bénéfices que vous aurez générés. Ce qu'il faut savoir au niveau des dividendes, c'est que si vous êtes plusieurs associés dans la société, si un des associés se verse des dividendes, tous les autres sont obligés de s'en verser, et ça se fait par rapport aux parts que vous aurez chacun dans la société. Si vous avez chacun 50-50, chacun se versera la même somme. Bien. Concernant toujours les dividendes, on a une autre question. Les dividendes sont-elles imposables? Donc, tu as un peu répondu, sauf erreur de ma part. De combien? Donc là, on est d'accord que ce que tu disais, c'est que sur la EURL, forcément, le taux d'imposition est beaucoup plus important que sur une SASU.
En fait, pour vous expliquer, les dividendes vont être imposables en fonction du statut. En EURL, il faut prévoir 45% de charges sociales et 12,8% d'imposition sur le revenu en termes de taxe globale. Alors que sur la SASU, c'est la flat tax à 30% qui comprend à la fois les prélèvements sociaux et l'imposition sur le revenu qui a un taux qui est fixe pareil à 12,8%. Voilà. Donc une fois que vous avez payé ces taxes-là, vous n'avez plus rien d'autre à payer. Et le montant que vous êtes versé ne s'ajoute pas à votre revenu fiscal de référence, donc vous n'allez pas repayer de l'imposition sur le revenu dessus. Très clair. Et après, donc, lorsque donc, on crée sa société, est-ce qu'on cotise tout de même pour la retraite? Alors, ce n'est pas la création de la société à proprement parler qui va vous permettre de cotiser à la retraite, c'est si vous vous versez de la rémunération. C'est vraiment la rémunération qui va vous permettre de cotiser et de valider vos trimestres retraite. Voilà. Si on crée une SASU et qu'on ne se rémunère pas, qu'on se verse uniquement des dividendes, on ne cotise pas à la retraite. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même, pour les gens qui espèrent avoir un minimum de retraite, croisons les doigts pour que ce soit toujours le cas quand on sera vieux, le but est quand même donc de tout le temps se verser des fiches de paye chaque mois. C'est ça. Ou se verser si la retraite, ce n'est pas quelque chose d'important et que vous souhaitez juste valider les trimestres retraite, à ce moment-là, c'est se verser le minimum pour valider les trimestres, qui est autour de 800-900 € par mois, et après se verser le reste en dividende. Après, ce n'est pas toujours la formule la plus avantageuse. Souvent, être en EURL et maximiser sur sa rémunération est plus avantageuse que le schéma un minimum de rémunération et tout en dividende en fin d'année, parce qu'on oublie souvent qu'il y a l'imposition sur les sociétés à payer sur le résultat. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est du cas par cas en fonction du chiffre d'affaires que vous générez, de votre situation. Par exemple, une personne qui est salariée, elle n'a pas besoin de se verser de rémunération parce qu'elle est déjà protégée sur la partie protection sociale, cotisation retraite. Donc, c'est pour ça qu'elle ne va pas payer des charges sociales dans le vent, qu'elle va plutôt aller sur une SASU, ne pas se verser de rémunération et plutôt des dividendes en fin d'année. Super. On a une autre question. Si j'ai une SAS et que je peux me rémunérer en me payant via mon autre statut de micro-entreprise. Alors, vous pouvez avoir une micro-entreprise. Dans tous les cas, votre micro-entreprise, votre chiffre d'affaires, c'est considéré comme votre rémunération. Cet argent-là, vous en faites ce que vous souhaitez, c'est votre rémunération. La SAS, dans ce cadre-là, si ce que vous touchez par rapport à votre micro-entreprise vous convient pour vivre au quotidien et vous apporte la protection sociale et les cotisations retraite qui vous conviennent également, à ce moment-là, oui, vous pouvez totalement ne pas vous rémunérer sur votre SAS et plutôt vous verser des dividendes. Après, tout dépend ce que vous recherchez. Parce qu'il faut savoir que la micro-entreprise, il y a peu de charges sociales, ce qui fait que la protection sociale et les cotisations retraite sont très faibles. Voilà, mais c'est possible. À savoir, par contre, attention, vous n'êtes pas censé avoir une micro-entreprise et une SAS dans le même domaine d'activité. D'accord. Il n'est pas possible de cumuler une micro-entreprise et une EURL. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas-là, il y aurait un conflit d'intérêts? Alors, micro-entreprise et statut de société dans le même domaine d'activité, ça va être considéré comme de l'abus de bien social parce qu'on profite de la micro-entreprise pour sa facilité, ses charges sociales qui sont peu élevées. Et de l'autre côté, on profite par exemple d'une SASU ou d'une EURL pour déduire toutes les charges liées à l'activité. Donc ça, c'est souvent requalifié d'abus de bien social. Et ce qui n'est pas possible, on peut avoir une micro-entreprise et un statut de SASU, par exemple, dans deux domaines d'activité différents, ça ne pose pas de souci. Par contre, on ne peut pas avoir une micro-entreprise et une EURL dans le même domaine, dans des domaines d'activité différents, parce que sous les deux statuts, on est TNS, donc travailleurs non salariés rattachés à la sécurité sociale des indépendants. Et ça pose des problématiques par rapport à l'URSSAF. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi à prendre en compte si vous avez déjà d'autres statuts en parallèle. Et concernant... Oui. Mais heureusement que tu es là, franchement, pour nous aider à mieux comprendre parce que, effectivement, c'est pas si fluide et si limpide que ça à comprendre au premier abord. Vous On avez a trouvé encore le une bon mot avec jungle de l'entrepreneuriat. Ah oui, c'est vraiment ça. Pour le coup, il faut vraiment tout défricher et vraiment tout chercher à gauche et à droite. Là-dessus, on est d'accord. On a une autre question. D'après toi, alors je pense que la réponse sera adaptée en fonction des statuts, mais quel salaire minimum se verser pour une bonne retraite?
tout dépend ce qu'on considère comme bonne retraite. Il y a des personnes pour Bah, qui une avec bonne 1 million, retraite, 1 million par mois, moi, ça me va. Si j'ai 1 million par mois, c'est tout suffisant. dépend. J'ai déjà rencontré des personnes pour qui une retraite à 5 000 euros, c'était pas assez. Donc, tout dépend de ce qu'on se considère comme bonne retraite. Ça, derrière, concrètement, c'est des calculs en fonction de ce que vous souhaitez, mais tout dépend ce que vous attendez à la retraite et tout dépend sous quel statut vous êtes aussi. Voilà. Mais effectivement, si la retraite, c'est quelque chose d'important pour vous, à ce moment-là, il vaut mieux maximiser en termes de rémunération et voir sous quel statut on va plutôt se lancer. Parce que des fois, le URL permet de se verser plus de rémunération, donc on va plus cotiser à la retraite que si on était sur une SASU avec 75% de charges sociales, parce que la rémunération va être moins élevée. Alors après, C'est sans te demander de faire des calculs de tête, parce que je pense que ça doit être assez complexe, mais si par exemple, pour parler un peu plus concrètement, on vise un salaire, on va dire, enfin une retraite, pardon, de environ 2 500 euros par mois, tu penses que en fonction des différents statuts, il faudrait pouvoir avoir quoi comme salaire minimum? Alors là, honnêtement, je ne peux pas te donner d'estimation. Ça C'est va trop dépendre compliqué du parce que nombre ça. d'années cotisées aussi. Ouais. Donc là, honnêtement, je ne peux pas donner d'estimation. C'est plutôt des personnes qui sont spécialisées sur une partie sociale qui vont pouvoir accompagner sur ces sujets-là. Par exemple, nous, je sais qu'on travaille avec beaucoup de partenaires sur la partie comptabilité, qui sont des experts sur cette partie sociale, qui vont accompagner les clients sur la définition du chiffre du salaire qu'ils vont pouvoir se verser pour savoir combien ils souhaitent cotiser. Parce qu'en plus, en parallèle de ça, il y a aussi la possibilité de mettre en place des plans d'épargne retraite qui vont être déductibles des charges, donc qui vont aussi augmenter cette partie retraite par la suite. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en charge. Donc, je ne peux pas te donner un salaire exact pour avoir 2500 euros de retraite. C'est très clair, bah, je comprends en même temps. Après, je pense que ça dépend aussi forcément, comme tu disais, du temps travaillé et aussi de la structure juridique, C'est ça. du statut juridique. Alors, on va passer à notre prochaine question. Alors, toujours le même système, maintenant vous connaissez. Un petit pouce en haut si c'est oui, un pouce en bas si vous pensez que c'est non. Et la question est la suivante. Le ou la dirigeante de SASU peut décider lui-même de son salaire. Alors, on a un oui, deux oui, un non, un oui. Apparemment, ça a l'air d'aller majoritairement sur le oui. Alors, est-ce que tu peux éclaircir cette question, s'il te plaît, Lucie? Oui, bien sûr, le dirigeant, du moins président ou directeur général de la SASU, peut décider lui-même de la rémunération qu'il souhaite se verser. Et en plus de ça, il peut la modifier de mois en mois. Alors, tout dépend du prestataire social par lequel vous passez, mais généralement, c'est ce qui se fait. C'est que concrètement, vous pouvez adapter votre rémunération comme vous le souhaitez. Voilà. C'est juste qu'il faut mettre en place des fiches de paie. Donc, la rémunération est un peu moins libre que sur le statut de l'URL où vous avez juste à mettre en place un virement, concrètement. Voilà. Mais la rémunération est adaptable et c'est vous qui la choisissez. Bon, bien sûr, il faut essayer de rester cohérent par rapport au chiffre d'affaires que vous générez, parce qu'autrement, en fin d'année, vous risquez d'avoir des problèmes de déficit au niveau de votre bilan. On a une autre question. Alors, ma startup aide les parents divorcés à gérer les charges liées au divorce et j'ai aussi une activité en parallèle en auto-entreprise dans le domaine de la communication. Est-ce que je peux faire des missions de com, visuel, gestion des réseaux sociaux pour ma propre startup? Alors oui, légalement, c'est possible. Il faudra juste facturer une prestation de la micro-entreprise à la startup. Voilà. Mais oui, tout à fait. D'accord. Bah, c'est vrai que, enfin, de premier abord, comme ça, on peut penser qu'il y a un petit côté, entre guillemets, illégal avec un certain conflit d'intérêts, mais dès le moment où tout est facturé, c'est totalement légal. C'est ça, c'est ça. Bon, après, c'est vrai que forcément, ça sera plus regardé par l'administration, donc il faut tout de même faire attention et pas non plus en abuser. Il faut rester cohérent. Si c'est une prestation, ça va. Si effectivement on transfère de l'argent tout le temps d'une société à une autre, là, ça va commencer à être problématique. Très bien. Alors, pour la suite, on va donc parler des différentes aides et accompagnements. Est-ce que tu peux nous présenter quelques aides qui peuvent être disponibles pour se lancer? Bien sûr, bien sûr. Alors,
Ça, c'est une question qui revient fréquemment. Honnêtement, je dois l'avoir tous les jours pour les personnes que j'accompagne. Quelles aides dont je vais pouvoir bénéficier? Alors, déjà, première chose, il faut regarder au niveau de votre zone géographique. Parce que souvent, vous avez des accompagnements spécifiques en fonction de votre domaine d'activité ou de votre zone géographique qui vont être adapté à la zone géographique. Donc, ça, se renseigner auprès des établissements qu'il peut avoir autour de chez vous. Autrement, au niveau des aides qui sont plutôt nationales et auxquelles ont souvent recours les personnes qu'on peut accompagner, vous avez tout ce qui est prêt d'honneur, si vous avez besoin de faire un emprunt. Donc, des prêts d'honneur, concrètement, c'est des prêts que vous engagez à rembourser sur l'honneur, et c'est des prêts qui sont à des taux très avantageux, hein, souvent pour de 0%. Et autrement, les principales aides, c'est les aides de la part de France Travail. Donc là, c'est plutôt dans le cadre où vous avez une rupture conventionnelle, où vous avez fait un plan de démission reconversion, où vous avez été licencié. Là, vous allez pouvoir vous inscrire à France Travail et donc bénéficier d'aides dont vous avez cotisé quand vous étiez salarié, bien sûr. Donc, vous avez le droit de bénéficier de ces aides-là. Je sais qu'il y a certaines personnes que j'accompagne qui ont un peu de mal avec ça, mais vous avez cotisé ces aides-là. Donc, vous avez le droit de les débloquer par la suite. Concrètement, il y a 2 grandes aides de la part de France Travail. Vous avez d'un côté l'ARE et de l'autre côté la RCE. L'ARE, c'est 100% de vos droits qui vous sont versés tous les mois à la condition de ne pas se rémunérer. Okay. À savoir, attention, il y a une nouvelle réglementation qui est passée à partir du 1er avril ou si vous êtes inscrit à partir de cette date-là, alors tout n'est pas encore très clair, parce que ça vient de passer et on n'a pas encore toutes les informations, mais concrètement, vous toucheriez 60% de la durée de vos droits, et pour débloquer les 40% restants, il faudrait passer devant une commission. Voilà. Donc ça reste votre allocation touchée mensuellement si vous ne vous rémunérez pas, c'est juste qu'elle se fait en 2 parties. La RCE, c'est l'autre aide dont vous pouvez bénéficier si vous êtes dans le cas d'une création ou reprise de société. Concrètement, cette aide-là, c'est pas 100%, mais 60% de vos droits qui vous sont versés en 2 fois. Une fois à la création de la société, une autre fois 6 mois plus tard. Donc, ça vous est versé à titre personnel, vous en faites ce que vous souhaitez. Et par contre, là, vous pouvez vous rémunérer en parallèle. Donc voilà, ça, c'est les 2 grandes aides dont vous pouvez solliciter. À savoir que la RCE, pour pouvoir l'avoir, il faut également être éligible à l'ACRE. Je suis désolée pour les acronymes. C'est l'administration française qui a choisi de les appeler quasiment toutes pareilles. L'ACRE, pour le coup, rien à voir avec France Travail. L'ACRE, c'est l'URSSAF pour le coup, et c'est une réduction partielle des charges sociales la première année. Donc ça, vous l'avez automatiquement quand vous êtes en société, donc SASU ou URL si vous n'en avez jamais bénéficié, ou du moins pas dans les 3 ans avant la création de la société. En micro-entreprise, c'est un peu différent. Il faut remplir certaines conditions et faire la demande pour pouvoir en bénéficier. Donc, pour pouvoir bénéficier de la RCE, il faut être éligible à l'ACRE. Okay. Et juste, j'ai pas bien saisi, donc sur l'ARE, tu dis que là, depuis le 1er avril, il y a une nouvelle réglementation. Qu'est-ce qui a changé donc depuis le 1er avril? Alors, c'est qu'avant, on touchait 100% de l'allocation versée tous les mois. Donc 100% des droits étaient versés tous les mois à la condition de ne pas se rémunérer. Donc généralement, les personnes avaient 18 mois d'allocation. Alors tout dépend, quand on est au-dessus d'un certain âge, on a plus de durée. Là, la différence, c'est que maintenant, on n'a plus les 18 mois d'un coup. 60% des 18 mois, ça représente 10,8 mois. Donc on a cette durée-là qui est assurée. Mais pour débloquer les mois restants, il faut passer devant une commission. D'accord. Donc et ça veut cette dire commission-là, pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'ils vont demander. Tout le monde interprète les textes différemment. Il y a certaines personnes qui disent que si on arrive à dire qu'on ne se rémunère pas, à prouver qu'on ne se rémunère pas, on pourra continuer à percevoir. Il y a d'autres personnes qui estiment qu'à partir du moment où on génère du chiffre d'affaires sur la société, c'est qu'on est en capacité de se rémunérer. Donc, on perdrait les 40% restants. Donc, pour le moment, ça reste assez flou. C'est pour ça qu'on le précise aux personnes qu'on accompagne, qu'il y a ce flou pour le moment. Mais voilà. Avant, c'était 100%, donc les 18 mois étaient versés à partir du moment où on ne se rémunérait pas. Là, il y a ce petit changement. On peut voir une certaine forme de fermeté, on va dire, entre guillemets, sur la légitimité à obtenir l'intégralité des droits. C'est ça, tout à fait. Ils sont beaucoup plus regardants maintenant.
Très bien, c'est très clair. Bah, merci pour cette précision. Et ensuite, donc toi, Lucie, qui est donc chez Swapen, comment est-ce que concrètement, vous accompagnez les porteurs de projets? Je ne sais pas si tu nous entends, là, on ne te voit plus, on ne t'entend plus. Alors, ah, attendez, on a eu un petit souci. Hop, Lucie. Alors, attendez, donnez le rôle de présentateur. Désolé, on a un petit souci technique. Et ben, décidément, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Alors, laissez-moi. Lucie, merci, tu es enfin Est-ce parmi que... nous. J'ai eu peur. J'ai cru que je devais finir la présentation tout seul. Et vu mes connaissances en juridique, la fin aurait été Désolée, je désastreuse. m'étais déconnectée, je ne sais pas pour quelle raison. Pas de souci. Pas de souci. Le principal, c'est que tu sois là. Alors, je vais juste remettre la présentation puisqu'elle est partie également. Hop. Alors, laissez-moi juste me remettre sur la bonne slide. Voilà, on en était ici. Donc, ma question, désolé pour ce contretemps technique, les joies du direct. Comment est-ce que donc vous, chez Swapen, vous pouvez accompagner les porteurs de projets? Oui. Alors, concrètement, nous, ça va se porter sur deux aspects principaux. Dans un premier temps, la partie conseil, où vous allez avoir un conseiller qui va faire un point avec vous sur votre projet, ce que vous attendez de cette société. Donc, faire un point sur le statut qui sera le plus adapté à votre besoin. Et après, on va vous accompagner sur toutes les étapes plutôt administratives liées à la création de la société, donc de la rédaction de vos statuts jusqu'à ce que vous obteniez votre CAPIS. Voilà. Donc, notre accompagnement principal se porte sur ces deux aspects-là. Après, on pourra également vous proposer des solutions pour tout ce qui tourne autour de la société, c'est-à-dire le suivi comptable, la partie compte professionnel, la partie assurance également. À savoir que, du coup, au niveau de l'accompagnement, comme je l'avais dit précédemment, on offre nos honoraires lorsque vous êtes seul associé. Donc, c'est vrai que ça permet de se décharger vraiment de cet aspect administratif quand on souhaite se lancer. La seule chose qui reste à votre charge, ce sont les frais de greffe et d'annonce légale, qui sont les frais obligatoires. Même si vous réalisez la création de votre côté, vous aurez à les payer. En plus de ça, on vous les avance et on vous les refacture qu'une fois que la société est créée. Comme ça vous permet de déposer un capital plus important. Et si vous êtes plusieurs associés, là, pour le coup, on facture nos honoraires à 99 €. Super, bah ça c'est du bon plan. Pour le coup, c'est pourquoi justement chez Minky, on essaye de vraiment s'entourer de partenaires pertinents qui justement comprennent vos thématiques, vos problématiques, puisque comme vous le savez, bah, c'est vrai qu'entreprendre, c'est pas toujours le plus simple, notamment sur la question des statuts juridiques où tout le monde s'arrache les cheveux sans jamais vraiment réussir à comprendre les différentes subtilités des statuts. Donc, n'hésitez pas justement à vous rapprocher de Swapen pour vous aider là-dessus et de vous entourer de professionnels qualifiés et qui connaissent aussi justement le quotidien des entrepreneurs et des porteurs de projets. On a une question également de Lisa. Je crée des jeux de société avec une partie vente et une partie animation-formation. Dans ce cas-là, je peux avoir une micro pour l'animation-formation et une SASU pour les ventes de jeux, même si j'utilise mes jeux pour les animations. Alors oui, vous pouvez avoir deux statuts étant donné que ce sont des activités qui sont différentes. Par contre, c'est vrai que généralement, quand c'est la même et unique activité, par exemple, vous avez peut-être un local, j'imagine, pour faire ça, pour tout ce qui est animation ou autre. Bon, bah là, concrètement, quand vous créez la société, on peut mettre plusieurs activités. C'est-à-dire qu'on va avoir une activité principale, qui est l'activité qui va généralement générer le plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est cette activité-là qui va donner le code de référence, c'est ce qu'on appelle le code APE. Et derrière, on peut mettre toute une liste d'activités secondaires. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un seul statut plutôt que plusieurs statuts, après avoir les avantages et les inconvénients également. Mais on peut avoir une SASU dans un domaine d'activité, une micro-entreprise dans un autre domaine d'activité, ça ne pose pas de souci.
Mais c'est vrai que quand ça regroupe la même activité globale, par exemple, je ne sais pas, un salon de thé qui va faire une partie, comme vous dites, jeu et qui derrière va vendre aussi la partie boisson, vente de viennoiserie ou autre, bon, là, concrètement, on va tout mettre dans la même société. Ça sera beaucoup plus simple en termes de gestion. Et en plus de ça, vous pourrez déduire toutes les charges liées à l'activité également. Donc, comme je le disais, donc là, ce que vous voyez sur votre écran, donc c'est un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Sinon, il y a également sur le chat un lien si vous voulez aller directement donc, sur le site de Swappen pour justement pouvoir directement ensuite échanger avec eux. On a une question justement, Lucie, sur Swappen. Il y a écrit 99 €. Est-ce que c'est par mois? Non, non. 99 €, c'est vraiment pour la création de la société quand vous êtes plusieurs associés. Voilà, c'est nos honoraires pour la création quand vous êtes plusieurs associés à vous lancer. Voilà, mais pas par mois. Une seule fois. Et on a également une autre question, toujours de Lisa, donc en rapport avec la question sur les animations, formations et vente de jeux. Si c'est un changement de statut de micro à SASU. Alors, on ne peut pas changer de statut, c'est-à-dire on ne peut pas transformer une micro-entreprise en statut de société. Ce n'est pas possible parce qu'on passe d'une personne physique, une société en nom propre, à une personne morale. Donc ça, c'est pas possible. Pour passer d'une micro-entreprise à une société, il faut forcément fermer la micro-entreprise pour recréer la société. Alors attention, dans certains cas, il y a potentiellement un avantage à valoriser, à faire une valorisation de la micro-entreprise pour l'apporter à la société. Tout dépend, ça fait combien de temps que vous étiez en micro-entreprise et quel chiffre d'affaires vous générez. Mais concrètement, pour passer d'une micro-entreprise à une société, il faut fermer la micro-entreprise pour recréer une société et vous allez changer de numéro de SIRET. C'est-à-dire le numéro d'identification de votre statut va changer quand on passe d'une micro à une société, alors que quand on passe d'une société à une société, par exemple de SASU à URL ou inversement, là, on ne change pas de numéro de SIRET parce que c'est vraiment juste des formalités juridiques à réaliser. On a également une question de Denis. Est-ce que vous avez des spécialistes en innovation et des conseils en levée de fonds? Alors, non, pour le coup, on n'aura pas de spécialiste dans le domaine de l'innovation ou conseil en levée de fonds parce que c'est un domaine qui est très particulier. Je pense que justement, vous orientez plutôt sur un statut de start-up. Si vous avez besoin, on a tout un réseau de cabinets d'expertise comptable, donc des cabinets qui sont spécialisés dans les start-up. Donc, on pourra vous orienter vers cette typologie de cabinet. Mais pour le coup, non, au niveau de cet accompagnement, vraiment levée de fonds ou autre, c'est malheureusement pas notre domaine d'activité. Alors, est-ce qu'on a une dernière question, puisque là, je vois qu'il est déjà 14 heures passées. Donc, on va bientôt arriver à la fin de ce webinaire. Donc, je voulais déjà, dans un premier temps, te remercier, Lucie, pour justement nous aider à mieux comprendre ces statuts juridiques, puisqu'on sait à quel point c'est très important de bien choisir son bon statut lorsqu'on veut lancer son projet. Et ce n'est pas toujours évident de réussir à se projeter et pouvoir anticiper les besoins de nos projets. Donc, merci beaucoup pour déjà nous aider à vulgariser ce discours et à comprendre un peu mieux les statuts juridiques. Avec plaisir. Et puis, je vous remercie aussi pour l'invitation. Comme je vous le rappelle, donc vous avez le lien sur le chat pour aller directement sur le site de Swappen si vous avez besoin justement de conseils pour lancer votre projet et définir votre statut juridique. Côté Minky, bien écoutez, là c'était donc aujourd'hui le dernier webinaire de notre semaine de l'entrepreneuriat. Écoutez, je tenais à tous vous remercier pour votre participation. Tous les jours pendant une semaine, on a eu un webinaire avec une thématique différente. Donc, on espère vraiment que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir été présents. Pour rappel, les replays seront disponibles. On vous enverra la semaine prochaine donc, les replays via des emailings. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou sur notre page également LinkedIn. On vous prépare de très belles choses avec notre application. Donc, l'application est en préparation et n'hésitez pas à aller sur notre site minky.fr si vous voulez être au courant des dernières actualités côté Minky. Est-ce que, Lucie, je peux te laisser le mot pour la fin, si tu as quelque chose pour conclure? Bien sûr, je vois qu'on a une toute dernière question de Lisa.
Et c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Une startup a-t-elle un statut particulier? Alors non, une startup n'a pas un statut particulier. Elle aura un statut généralement donc, de société, donc SASU, EURL, ou généralement là on est plutôt sur des SAS et SARL, parce que la particularité d'une startup, c'est que c'est généralement une société qui va grandir très fortement et très rapidement et qui va surtout avoir des investisseurs, qui va faire appel à des levées de fonds généralement. Donc c'est ça qui fait la particularité de la startup, c'est que c'est juste une société qui va grandir très rapidement où il va avoir beaucoup d'investissements. Donc tout dépend du domaine d'activité de la startup. Il y a certaines startups qui ont besoin d'avoir des statuts. Donc vous savez, les statuts, le document dont on parlait, avec des clauses qui vont être adaptées, qui vont être particulières aux startups. Donc là, il vaut mieux se faire accompagner par des cabinets spécialisés pour ça. Si c'est une startup, parce que startup, ça veut tout et rien dire, où il va y avoir quelques levées de fonds ou des statuts classiques vont fonctionner très bien. Là, il n'y a aucun souci pour qu'on puisse accompagner. Voilà. Mais concrètement, une startup peut tout et rien dire, mais dans tous les cas, une startup a un statut de société derrière. Eh bien, écoute, merci beaucoup encore une fois, Lucie, pour nous aider à comprendre les statuts juridiques. N'hésitez pas donc à revenir vers nous, que ce soit sur le site Minky ou sur le site Swappon, et on se fera un plaisir de vous renseigner de manière plus personnalisée. Merci à tous. Et merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci.